Donc aujourd'hui, on a le plaisir de vous accueillir sur ce webinaire, donc sur la thématique suivante, le financement de la reprise d'entreprise. Donc pour cela, on a également trois invités qui sont David Louiseau, qui est chargé des dossiers de reprise d'entreprise chez Initiative Réunion, Régis Yunandan, directeur adjoint de France Active, et Nicolas Jeannette, qui dirige Crédit Pro Réunion et qui est donc courtier en financement professionnel. Donc, pour ce webinaire, alors, on va tout d'abord vous présenter les défis courants liés au financement de la reprise d'entreprise. On va également vous présenter les principales sources de financement et on va aussi vous présenter les principales étapes de l'élaboration d'un plan de reprise. Donc, avant de laisser la parole à Pierre, vous pouvez poser vos questions via le chat. On y répondra lors du moment d'échange prévu. Donc, vous pouvez retrouver toutes les informations dans le chat. N'oubliez pas de l'activer. Donc, nous sommes ravis de vous avoir, que vous ayez choisi, pardon, cette session et nous espérons que vous trouverez plein d'informations enrichissantes et inspirantes. Donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Pierre. Merci Priscilla, merci David, Régis et Nicolas, bien sûr, d'être là. Merci à nos partenaires. Merci à toutes les personnes qui sont présentes. Tout le monde entend bien, il n'y a pas de souci. Donc, comme l'a dit Priscilla, de toute façon, s'il y avait un souci quelconque, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message via le chat. Et puis, écoutez, sinon, on va y aller. Donc, merci encore une fois à tout le monde d'être là. Comme l'a dit Priscilla, l'objectif, c'est de vous présenter les conditions de la reprise d'entreprise et sur l'aspect financement, euh, euh, plus particulièrement à La Réunion. Et c'est pour ça, en effet, nous ont rejoint nos trois partenaires qui sont des spécialistes de la reprise et du financement à La Réunion, chacun à leur niveau. Donc voilà. Donc en termes de déroulement, ce que je vous propose, c'est que dans un premier temps, on va faire en effet un état des lieux, donc quelques éléments de contexte de la reprise d'entreprise à La Réunion, pour bien voir dans quel environnement on évolue. Donc premier point, la transition générationnelle. Tout le monde le sait, la population des dirigeants d'entreprise est relativement âgée. Aujourd'hui, on estime entre 15 à 20% à peu près la part des dirigeants d'entreprise qui ont plus de 60 ans au niveau national. On a à peu près la même typologie à La Réunion. Donc, ce qui veut dire que concrètement, en effet, ça ouvre des perspectives de reprise d'entreprise, d'une part. Et puis, tout simplement, beaucoup de dirigeants d'entreprise se retrouvent confrontés à cette problématique cédée ou arrêtée. Donc forcément, c'est un élément qui est important. Un deuxième élément de contexte qui me paraît important, c'est les nouvelles technologies et la numérisation d'une manière générale. Là aussi, on le voit, les attentes et les évolutions de la technique d'une manière générale dans l'économie, et donc évidemment, ça concerne les entreprises, sont de plus en plus importantes. Donc, il y a des attentes fortes. Et donc, on a de plus en plus de repreneurs, encore une fois, qui sont pour certains proches de prendre leur retraite ou pas encore, mais qui ont du mal à se faire à ces évolutions technologiques et qui se retrouvent là aussi confrontés à un choix, soit se former et continuer, soit passer la main. Il se trouve qu'il y a 2 jours, encore en début de semaine, nous échangions avec un candidat à la session d'entreprise et c'est une de ses motivations premières. Il nous a dit, voilà, moi, techniquement, en effet, les évolutions de mon métier font que je n'ai pas envie d'y aller, c'est plus de mon âge. J'ai une soixantaine d'années et voilà, je préfère céder mon entreprise. Donc, c'est un élément qui est important. Un troisième élément, là aussi, qu'on vit tous et qu'on a tous vécu, l'impact, ou plutôt les impacts du Covid. Euh, la crise sanitaire a modifié de manière considérable notre relation au travail. Et donc, partant de là, en effet, que ça soit côté acquéreur ou côté cédant, forcément, ça a créé des idées et des vocations. Nous, on l'a vu clairement au niveau de Transacoi, avec de plus en plus de gens qui nous disaient OK, là, j'ai vécu des années pénibles avec le Covid, et puis ça a fini de me fatiguer, de m'épuiser, donc je veux passer à autre chose. Je préfère vendre mon entreprise et puis aller élever des cabris ou faire autre chose. Et puis, à l'inverse, on a des gens qui sont dans le monde du salariat pour certains, qui ont pour certains, clairement, peut-être pas super bien vécu la crise sanitaire et qui se disent maintenant, j'ai envie de vivre autrement, j'ai des projets et puis c'est le moment, il faut que j'y aille.
Je suis intéressé soit pour créer, soit pour reprendre une entreprise. Donc, ces trois éléments-là font que, en effet, ça facilite, hein, clairement. Et donc, ça encourage la reprise d'entreprise. À l'inverse, évidemment, on a un élément qui est un peu moins positif, et on en reparlera peut-être un petit peu tout à l'heure, c'est le renchérissement de la dette, donc l'augmentation des taux d'intérêt. Là aussi, de manière très, très concrète, il y a 2 ans, quand on montait des dossiers de financement pour des reprises d'entreprise, on pouvait négocier des taux autour de 1, 1,5%. Aujourd'hui, on est plus sur du 5 à 6%. Et donc, le fait que les taux aient augmenté enfin, ait été multiplié par 4 ou 5, de manière très concrète, ça augmente les échéances d'environ 15% quand on fait un crédit sur 7 ans, d'accord, qui est la durée, on va dire, normale et classique pour une reprise d'entreprise. Donc là aussi, ça veut dire que avant, quand vous empruntiez pour reprendre une entreprise et que vous aviez une échéance de crédit de 1 000 euros, bah aujourd'hui, c'est 1 150 euros approximativement. Donc forcément, ça change un petit peu la donne, ça change même beaucoup la donne. Donc voilà un petit peu le contexte dans lequel on évolue aujourd'hui. Euh, Ceci étant, selon les sources, on évalue entre 500 000 et 700 000 le nombre d'entreprises qui vont changer de main dans les 15 à 20 ans au niveau national. Si on le rapporte à La Réunion, on parle certainement entre 5 et 7 000 entreprises. Donc c'est un secteur qui est dynamique malgré tout. Il y a des opportunités, encore une fois, pour des repreneurs. Reste la problématique, encore une fois, du financement et c'est ce pourquoi on est là aujourd'hui. Donc, euh, donc voilà un petit peu le contexte. Des éléments positifs qui font qu'il y a un appétit à reprendre des entreprises et puis il y a une volonté de certains cédants de passer à autre chose. Et puis de l'autre côté, en effet, des éléments qui sont liés au contexte économique, donc l'augmentation des taux d'intérêt, et puis aussi un manque de visibilité, hein, de lisibilité, aussi bien de la part des financeurs, des financiers, on va en parler tout à l'heure avec les invités, mais qui font que, en effet, ça nécessite peut-être un peu plus de préparation et en tout cas un certain nombre de mises en garde un petit peu plus fortes que ce qui se faisait il y a quelques années. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va parler des principales sources de financement. Euh, Là, schématiquement, on est parti sur, en effet, 7 sources de financement principales. On va commencer par le vif du sujet, là aussi, les fonds propres. Les fonds propres qui représentent la partie apport personnel. Donc, apport personnel du repreneur et aussi ce qu'on appelle le love money. L'argent qui est prêté par les proches, ou en tout cas qui est apporté par les proches. Donc, c'est une partie considérable, évidemment, lors d'un plan de reprise, cette partie fonds propres, cette partie apport personnel. Donc, c'est d'abord, encore une fois, les fonds du porteur de projet. Ça peut être aussi pour des porteurs de projet ou des candidats à la reprise qui bénéficient d'indemnités Pôle emploi. Ça peut être les indemnités du dispositif ARCE ou anciennement ACRE, donc qui permettent de capitaliser le montant des indemnités Pôle emploi restantes à percevoir avec un versement en 2 temps. Donc là aussi, il y a une vraie réflexion à avoir. C'est quand je monte mon entreprise, est-ce que je préfère continuer à percevoir mes indemnités Pôle emploi pendant X mois ou est-ce qu'au contraire, je préfère capitaliser et donc récupérer la totalité de mon capital et en effet le mettre à disposition de mon entreprise, soit sous forme de capital, soit sous forme de compte courant d'associé, on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais il y a une vraie réflexion et encore une fois, chaque cas est un petit peu particulier. Ça dépend de l'apport personnel qu'on a au départ, ça dépend aussi des revenus du foyer qu'on peut avoir pendant les premiers mois de la reprise d'entreprise. Mais en tout cas, c'est un dispositif qui peut être relativement intéressant. Et puis un troisième volet dans la partie fonds propres, et ça va me permettre de passer la main à certains de nos invités, qui est constitué par les prêts d'honneur. Les prêts d'honneur dont le principe, en effet, mais encore une fois, je vais laisser les invités en parler, ils vont mieux en parler que moi, qui consiste à prêter de l'argent aux candidats à la reprise ou même à la création, euh, lesquels fonds vont être investis dans l'entreprise. Donc voilà. Pour cette partie-là, peut-être Régis, David, vous avez certainement des choses à dire déjà. Je vous laisse faire.
Tout à fait, Pierre. Donc, déjà, Régis, on ne merci t'entend pas pour. si tu prends la parole. Ah, comme ça, vous m'entendez mieux? Vous m'entendez mieux? Très bien. Donc je disais merci déjà pour cette invitation. Effectivement, en ce qui concerne effectivement les fonds propres, ce n'est pas à négliger. C'est vraiment très important d'avoir pu anticiper. J'aimais bien cette phrase que tu disais tout à l'heure, Pierre, sur la préparation. En général, les banques demandent entre 20 à 30% d'apport, en tout cas pour lancer un projet. Et grâce à la garantie France Active, en tout cas, je sais qu'ils peuvent se limiter à 10%. Tout dépend, jusqu'à 50 000 euros, on va dire, de prêt. Par contre, plus on va augmenter le prêt bancaire, plus il va falloir apporter des fonds. Donc, les fonds propres, c'est important d'avoir de la liquidité, mais aussi c'est important de les valoriser dans le capital et pas uniquement en compte courant d'associé. Ça montre vraiment la crédibilité qu'on peut donner à son projet et au fait qu'on croit en son projet. Voilà ce que j'avais à dire sur le sujet. Alors, donc, Oui, tout le monde David. m'entend, c'est très bien. Oui. Ouais, c'est Donc, parfait. pour compléter un peu ce que dit Régis à propos de l'apport personnel et pour pouvoir débloquer des situations avec les banques, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'exigence est de entre 20 et 30% d'apport personnel par rapport au plan de financement pour financer, pour pouvoir présenter un dossier à la banque et qui soit bancarisable, on va dire ça comme ça. Au niveau d'Initiative Réunion, nous, on fait des prêts d'honneur, donc des prêts d'honneur à taux zéro avec une garantie BPI. Et dans le cadre d'une reprise, on peut aller jusqu'à un maximum de 40 000 euros. Donc, ce qui peut, bien sûr, renforcer les fonds propres de la société, donc qui sont soit mis en compte courant d'associés ou en capital au niveau de la société. Donc, ce sont des prêts d'honneur de 40 000 euros sur un remboursement maximum en durée de 60 mois. Donc, ça permet souvent de débloquer certaines situations dans le cadre des reprises pour des porteurs de projets qui n'ont pas suffisamment de capitaux propres au départ. Nicolas, un petit mot à dire Yes. là-dessus. Je sais que c'est un sujet qui te... Merci, David. Merci Pierre. Oui, comme disait Pierre en début de la conférence, on est dans un contexte où les taux ont beaucoup augmenté. Donc, il y a des charges de crédit qui sont supérieures de 15%. Donc, ça entraîne mécaniquement un niveau d'apport qui est demandé, qui est beaucoup plus important en fait. Économiquement, il faut que la CAF puisse rembourser le crédit. Et la CAF, c'est la capacité d'autofinancement. Donc, comme mécaniquement les crédits augmentent de 15%, donc au niveau de la capacité de remboursement, il faut vraiment qu'on puisse, enfin, que le porteur de projet ait un apport qui soit plus important pour que les équilibres économiques plus forts. Donc, c'est une exigence, malheureusement, qui est de plus en plus vraie au niveau des banques. Ok, merci à tous les trois. Juste pour rebondir sur ce que tu dis, Nicolas, à l'instant, de manière très concrète, imaginons qu'on achète une entreprise pour une valeur de 500 000 euros. Sur 500 000 euros, là où le banquier vous demandait, allez, on va dire, où vous aviez la capacité à apporter 30%, donc 150 000 euros, vous empruntez 350 000. Euh, Compte tenu de l'augmentation des taux, si on ne veut pas augmenter l'échéance, quand on empruntait avant 350 000 euros à 1% et aujourd'hui à 5%, ben, ça veut dire que si on ne veut pas augmenter l'échéance, aujourd'hui, on ne peut plus emprunter que 310 000 euros. Donc, on voit bien de manière très concrète, ça veut dire que par rapport à la rentabilité de la société qu'on est en train d'acquérir, ou en tout cas de la capacité à générer des revenus pour pouvoir rembourser l'emprunt, là où on pouvait emprunter 350 000 euros il y a encore 2 ans, aujourd'hui, on est à 300, 310. Ça veut dire que forcément, ben, il y a une nécessité d'apporter encore plus de capitaux, encore une fois, que ça soit de l'apport du porteur de projet, soit sous forme de prêt d'honneur
avec Initiative Réunion. Grâce à la garantie France Active, encore une fois, ça permet de mieux ficeler tout ça. Mais en tout cas, ce qui est clair, parce qu'on a encore des cas, évidemment, régulièrement, on est tous confrontés à ça, de porteurs de projets qui viennent nous voir en nous disant, ben voilà, j'ai repéré une entreprise à reprendre, ça coûte 200 000 euros, mais j'ai 1 000 euros en poche. C'est compliqué, on ne va pas se mentir. C'est très compliqué si autour de vous, vous n'avez pas quelques personnes qui sont capables de vous apporter des sous et si derrière, vous n'allez pas activer des mécanismes. Donc, encore une fois, les mécanismes dont on a parlé avec Initiative Réunion, avec France Active, ils vont servir en effet la plupart du temps d'effet de levier pour pouvoir faciliter un octroi de crédit et pour pouvoir en effet donner le petit déclic pour la banque. Mais il y a quand même ce minimum d'apport personnel, on ne va pas se mentir. Aujourd'hui, c'est très compliqué d'arriver, de dire, voilà, je reprends une entreprise à 150 000 euros et je n'ai pas de sous. Donc ça, c'est une vraie problématique, encore une fois, et elle est de plus en plus importante, là aussi, hein, pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Donc voilà, c'est un point qui nous paraît important. Et la preuve, vous voyez, nos trois invités, ils sont confrontés tous les jours et on a à peu près un avis à peu près unanime là-dessus. Voilà, donc ça, c'est la partie apport personnel. Ça veut dire aussi que partant de là, ça veut dire que ça se prépare une reprise d'entreprise. Ça se prépare. On va en parler tout à l'heure par rapport au dimensionnement de l'opération, mais aussi évidemment par rapport à des économies personnelles, par rapport à une capacité dans un couple, si on est en couple, à pouvoir générer des revenus pour pouvoir éventuellement y consacrer une partie de son épargne. Enfin voilà, il y a une vraie préparation, il y a une vraie réflexion à avoir là-dessus. Et donc, voilà, on ne peut pas se réveiller le matin en se disant, tiens, j'ai vu une entreprise à vendre et bingo. Enfin, on peut, mais c'est souvent plus risqué quand même. C'est évidemment pas ce qu'on recommande. Donc voilà, ça c'est sur la partie fonds propres. On a été un petit peu long, mais c'est vrai que c'est quand même la partie fondamentale parce que c'est ce qui va servir de base pour les autres mécanismes de financement. L'autre et le deuxième, et je vais redonner la parole à qui veut, mais notamment à Nicolas parce qu'il est là aussi. On ne l'a peut-être pas dit suffisamment clairement, mais il est là pour représenter le monde bancaire, puisqu'il est courtier en financement professionnel. Donc, c'est une lourde responsabilité pour lui, parce qu'on sait qu'on n'aime pas toujours les banquiers. Mais Nicolas est très sympathique. Mais c'est évidemment la partie financement bancaire. C'est ce qui vient à l'esprit forcément, la partie financement bancaire, donc classique. Et là aussi, donc, j'en dirai pas plus. Nicolas, je te laisse prendre la parole. Évidemment, si d'autres veulent le prendre, il y a pas de problème, et je te laisse faire déjà. Merci. Donc sur des reprises d'entreprise, on a deux possibilités, soit d'acheter le fonds de commerce ou d'acheter les parts sociales. Donc c'est deux modes de financement qui sont différents, parce que sur un rachat de fonds de commerce, on va emprunter, alors généralement sur une durée maximale de 7 ans, qui correspond à l'orthodoxie financière. Et la capacité d'autofinancement va permettre de rembourser le crédit. Sur des achats de parts sociales ou d'actions de société, on peut être amené à faire du financement via une holding, donc c'est ce qu'on appelle LBO, leverage buyout. Et sur ce type de financement, il y a vraiment des règles à respecter. Donc, en gros, il faut que ce soit les dividendes de la société qu'on rachète qui vont remonter sur la holding, qui vont payer le crédit. Et il y a vraiment des règles très, très strictes à respecter. Donc, l'idée, c'est de bien préparer son dossier de demande de financement. On n'a pas deux fois la possibilité de faire une première bonne impression. Donc, c'est d'autant plus vrai pour les dossiers de financement. Donc, si vous présentez un dossier qui est incomplet, qui est mal ficelé, qui présente des lacunes, ça va être très compliqué de rattraper et de donner plus de crédibilité à votre dossier. Donc, il vaut mieux le présenter de façon très soigneuse dès le début pour avoir le maximum de chances d'avoir des financements dans les meilleures conditions et surtout dans des délais raisonnables. Je vais laisser la parole aux autres invités et à Pierre pour continuer sur le sujet. Merci. Oui, Régis, David, est-ce que vous voulez rebondir là-dessus? Est-ce qu'il y a des éléments, vous qui côtoyez les banques aussi? Alors,
Pour ma part, oui, je voulais laisser David, mais ok, je vais y aller. En fait, c'est très important, effectivement, cette préparation, et je rejoins ce qu'a dit Nicolas. Et c'est aussi peut-être important de partager le risque. Partager le risque, ça veut dire, du coup, réussir à mobiliser tous les dispositifs. En mobilisant systématiquement des prêts d'honneur, vous allez avoir cet effet, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, sur l'apport, mais aussi, du coup, de diminuer le taux d'intérêt général, on va dire. D'accord? Donc, puisque justement, il y a une partie de prêt à taux zéro. Et donc ça, c'est vraiment voir qu'il y a plusieurs investisseurs, partenaires qui sont présents. Ça va pouvoir aussi inciter la banque, en tout cas lui donner plus confiance pour investir également. Ça, c'est important. Et par rapport aussi à ce que tu disais, Pierre, c'est vrai que les banques sont soumises à une réglementation bancaire, ce qui fait qu'elles ne peuvent pas prêter des fonds si les règles dont parlait Nicolas tout à l'heure ne sont pas respectées. Parce qu'après, elles se mettent en défaut et sont en risque et elles peuvent être tenues responsables si elles ont prêté des fonds sur des projets qui n'étaient pas, qui n'avaient pas la capacité de rembourser. Donc voilà, il y a des règles, il y a un fonctionnement à connaître avec des particularités là sur les holdings. Je pense que Nicolas est un très bon interlocuteur pour bien comprendre comment ça fonctionne. Donc il ne faut pas hésiter à se rapprocher des différents partenaires qui vont pouvoir vous accompagner et en premier, bien sûr, Transacoi pour les reprises. Merci. Oui, moi je voulais conforter un peu ce que disait Nicolas sur la partie où le dossier qui doit être présenté, que ce soit en banque, mais même aussi à nos comités, que ce soit au niveau de France Réunion Active et de l'Initiative Réunion, il faut que le dossier soit bien ficelé et soigné. Et ça, c'est très important parce que on n'a pas plusieurs chances, malheureusement, au niveau des banques. Et voilà, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut bien le préparer. Lorsqu'on nous, on demande à ce que parfois, sur certains dossiers, qu'un- qu'une évaluation du fonds de commerce soit faite, que l'évaluation des parts sociales soit faite, c'est pas pour rien. C'est pour bien sûr conforter ensuite les décisions au niveau des banques, mais même parfois à notre niveau aussi. Et il faut toujours s'entourer de professionnels pour tout ce qui est compromis, pour tout ce qui est prévisionnel, afin de mieux euh, présenter son dossier et d'avoir toutes ses chances d'aboutir au financement. Euh, Contrairement à la création d'entreprise, souvent, la reprise d'entreprise demande un peu plus de moyens financiers dès le départ pour tout ce qui est études et prévisionnel, ainsi que les compromis. Enfin, c'est beaucoup plus, un peu plus lourd à gérer au départ, mais il faut s'entourer et il ne faut pas hésiter à demander des informations et des conseils à des spécialistes. Merci David. Voilà. Juste pour finir là-dessus, je rebondis sur un truc que tu viens de dire qui me paraît important, l'aspect valorisation. Alors évidemment, je prêche pour ma paroisse, hein, puisqu'on propose des dossiers de valorisation. Mais d'une part, ça a pour objectif clairement de pouvoir rassurer les différents partenaires, mais aussi et avant tout, à mon sens, de conforter le repreneur dans la qualité de l'entreprise qui va reprendre. C'est-à-dire qu'un dossier de valorisation, ce n'est pas uniquement un calcul avec des multiples, c'est aussi un diagnostic, ou en tout cas ça devrait être une étude avec un diagnostic évidemment plus ou moins complet, mais de l'entreprise. Donc la société ou le partenaire qui va vous aider à évaluer, elle est là aussi pour vous aider à étudier de manière très objective la cible que vous envisagez de reprendre. Donc, encore une fois, il y a un côté, en effet, ça permet de faire plaisir aux banquiers, entre guillemets, hein, je dis ça de manière un peu. Voilà. Mais ce n'est pas que ça. C'est aussi de se dire, moi, en tant que porteur de projet, en tant que repreneur potentiel, quelquefois, voilà, c'est l'entreprise de quelqu'un que je connais, je passe devant tous les jours, je vois qu'il y a du monde, je pense que c'est un bon business. Le dossier de valorisation va permettre de conforter ou, à l'inverse, peut-être, de me dire, bah, finalement, non, non, il y a des choses que je n'avais pas vues. Et finalement, c'est peut-être pas un si bon business que ça. Et en tout cas, il faut peut-être que je sois plus prudent que prévu. Donc, il faut vraiment le voir sous cet aspect-là. Et puis, là aussi, pour faire le lien avec ce que disait Nicolas tout à l'heure,
Ça permet aussi souvent de se dire finalement, en fonction du risque de l'entreprise, est-ce que je rachète le fonds ou est-ce que je rachète les titres? Le risque n'est pas le même. Alors, ce n'est pas le sujet du jour, mais c'est vrai que le périmètre d'acquisition de l'entreprise est complètement différent. Les risques sont complètement différents. Et c'est un point forcément où l'appui des partenaires, quel qu'il soit, que ce soit des experts comptables, que ce soit des avocats, que ce soit évidemment tous les gens qui sont là, vont pouvoir apporter leur part et en effet vous guider dans le meilleur choix. Donc voilà, donc c'est vraiment des critères importants. On a un peu dévié du sujet, mais peu importe, j'y reviens. La troisième partie, c'est le financement par le cédant. C'est une partie qui me paraît fondamentale. On y pense peu. Pour autant, on le voit de plus en plus dans les dossiers qu'on traite, et c'est vraiment une partie, encore une fois, qui est de plus en plus vitale, et en tout cas, qui vient vraiment conforter les plans de financement. Quand on parle de financement par le cédant, je pense notamment à deux mécanismes. Le premier, qui est tout simplement le crédit vendeur. Le crédit vendeur, comme son nom l'indique, c'est un mécanisme par lequel le vendeur, donc le cédant, va consentir une partie du crédit. Schématiquement, ça voudrait dire que pour une opération à 500 000 euros, pour laquelle vous auriez 150 000 euros et pour laquelle vous auriez du mal à obtenir les 350 000 autres milliers d'euros, le cédant pourrait être sollicité pour vous consentir un crédit. Donc, il va boucler le plan de financement en vous disant, OK, il y a 50 000 euros ou 100 000 euros, peu importe, d'accord, qui vont être réglés par l'acquéreur suivant un calendrier, encore une fois, défini à l'avance. Ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, avec plus ou moins de garanties en fonction du risque, en fonction du montant et en fonction de la confiance qu'il peut y avoir entre le cédant et l'acquéreur. C'est un mécanisme, encore une fois, très clairement, qui était relativement peu présent il y a encore quelques années dans des TPE, PME. Aujourd'hui, je ne dirais pas que ça devient quasiment incontournable, mais pas loin. C'est-à-dire que c'est vraiment une part importante, encore une fois, parce qu'on l'a expliqué, les taux d'intérêt augmentent, donc le coût du crédit. Donc ça veut dire que les banquiers, forcément, par rapport à la rentabilité des projets, vont être un petit peu plus prudents. Peut-être aussi les conditions d'apport des porteurs de projets sont peut-être plus complexes aussi. Résultat des courses, souvent on a du mal à boucler les plans de financement. Et donc un financement par le cédant avec un crédit vendeur, c'est un outil indispensable. Et encore une fois, tous les partenaires qui sont là pour vous conseiller. En tout cas, nous on peut le faire vraiment pour essayer de solliciter le cédant. Alors, avec un double intérêt, c'est que d'une part, vous l'avez compris, ça va permettre de dégager et de pouvoir boucler un plan de financement. Et puis avec un autre intérêt, clairement, et qui n'est pas neutre non plus, c'est que ça permet de s'assurer aussi que le cédant, le vendeur, va être impliqué peut-être un peu plus dans la pérennisation de l'entreprise, parce que concrètement, il a bien compris qu'il a intérêt à ce que son business continue à vivre dans de bonnes conditions pendant quelques années pour qu'il puisse être remboursé sans trop de problèmes sur sa part de crédit. Ça, c'est pour la première partie. Il y a une deuxième partie dans le financement par le cédant qui est un petit peu différente, mais qui ressemble. C'est les clauses d'earn-out, de complément de prix. Je vais revenir sur mon exemple précédent. Vous envisagez de racheter une entreprise, le vendeur en veut 500 000. On est un peu court au niveau du financement et vous estimez pour des raisons qui vous sont personnelles ou pas que finalement 500 000, c'est peut-être un petit peu cher, mais vous êtes prêt à conclure un deal à hauteur de 450 000 euros. Pas de problème. Vous pouvez, dans ce cas-là, essayer de conclure avec le cédant une clause concernant les 50 000 euros de différend que vous avez entre cédant et acquéreur. Qui dit quoi? Qui dit grosso modo, écoutez, OK, on est d'accord pour 450, on est d'accord pour 500 au final, mais on n'a pas la capacité à vous donner les 500 tout de suite. Donc, les 50 de différence entre les deux vont être versés au cédant moyennant le respect de certains critères de chiffre d'affaires, de rentabilité la plupart du temps. On a plutôt l'habitude de le faire sous forme de multiples de BE. Donc, grosso modo, par rapport à la rentabilité future de l'entreprise, on va indexer cette possibilité de verser tout ou partie des 50 000 euros. Ça veut dire, par opposition au crédit vendeur, et je vais en terminer là, ça veut dire que par opposition au crédit vendeur, l'acquéreur, enfin le cédant n'est pas sûr de pouvoir toucher les 50 000, d'accord? Il ne touchera les 50 000 que si l'entreprise respecte pendant 1, 2, 3 ans, tout dépend des clauses
du complément de prix, de la clause d'earn-out, que si l'entreprise respecte un certain nombre de critères de performance, encore une fois, qui ont été définis et bien calés ensemble. Donc voilà un petit peu les financements pour le cédant. J'en profite juste parce qu'on a une petite question qui nous demande si on accompagne sur le prêt d'honneur au tout début, car souvent on me demande un business plan. Alors nous, on travaille évidemment en étroite collaboration avec nos partenaires, mais évidemment, oui, nous sommes amenés à préparer des plans de reprise et avoir cette réflexion. D'abord tout seul et puis quelquefois avec nos partenaires sur des plans de reprise justement pour essayer de solliciter les différents mécanismes qui peuvent exister en fonction du contexte, en fonction de la rentabilité de la cible, en fonction de l'apport. Et évidemment, c'est notre travail, encore une fois, que ça soit sur des entreprises qui font partie de notre portefeuille pour lesquelles on a été sollicité, mais aussi quelquefois pour des entreprises qui sont hors de notre portefeuille. C'est-à-dire que concrètement, encore une fois, on a eu la semaine dernière un candidat à la reprise qui est venu nous voir en nous disant, voilà, moi j'ai identifié une cible, j'ai envie de l'acheter, mais je ne sais pas comment y prendre. Donc, est-ce que vous pouvez m'aider à la valoriser? Et derrière, est-ce que vous pourrez m'aider à établir le plan de reprise? Et notre objectif, évidemment, c'est de l'accompagner sur cette démarche pendant les quelques mois que ça va prendre, mais on le verra tout à l'heure. Voilà, je pense avoir répondu. On a déjà, vous voyez, quand même les trois bases, hein, c'est quand même les trois piliers du financement de la reprise, les fonds propres, le financement bancaire et le financement pour le cédant par le cédant qui, à mon avis, encore une fois, est une partie très importante. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme autre mécanisme? Donc, évidemment, les investisseurs privés. Les investisseurs privés, on ne parle pas de love money ici. Quand on entend investisseurs privés, je pense plus à des business angels, des gens qui auraient des fonds et qui seraient disposés, moyennant une entrée en capital, moyennant en effet certaines dispositions qui vont être bien décidées au départ, à vous donner un coup de main. Et donc, encore une fois, ça aura pour effet d'augmenter vos fonds propres. Qui dit augmentation de vos fonds propres, dit effet de levier et donc capacité à lever peut-être plus de dettes financières ou au contraire peut-être à ramener la dette à un niveau qui est plus raisonnable. Donc, c'est à ne pas négliger. Actuellement, à La Réunion, on ne va pas se mentir, les clubs de business angel sont assez discrets. Il n'y a pas véritablement de club. Il y en a eu par le passé. Aujourd'hui, c'est plus en effet des réseaux de chefs d'entreprise qui vont investir sur tel ou tel domaine parce que ça les intéresse et puis parce qu'en effet, ils ont pour certains un réel souci au développement de l'activité économique. Donc, on le voit, que ce soit sur de la création ou de la reprise, on a quand même encore une fois, des capitaines d'industrie, on va dire, qui sont capables moyennant entrée en capital, moyennant, encore une fois, certaines conditions de rentabilité peut-être, de pouvoir participer. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme moyen? Tous les mécanismes de capital investissement. Donc là, encore une fois, contrairement aux investisseurs privés, ce sont des gens, la plupart du temps, qu'on ne connaît pas, qui investissent dans des véhicules, des sociétés, en effet, qui vont là aussi, moyennant une entrée en capital et moyennant certaines règles bien définies au départ, qui vont pouvoir vous accompagner. Là aussi, un point qui me paraît important, les sociétés de capital investissement, elles apportent des sous, mais pas que. C'est-à-dire que concrètement, souvent, derrière les sociétés de capital investissement, vous avez des gens qui ont un réseau, qui ont une connaissance de l'économie, qui vont pouvoir vous ouvrir des portes, qui vont pouvoir vous accompagner, qui vont pouvoir vous conseiller. Donc, qui vont, dans certains cas, en effet, demander à être, et c'est évidemment très utile, à être au board de l'entreprise, donc pouvoir vous orienter sur des décisions stratégiques. Donc là aussi, c'est un point qui est important. Je pense notamment à Picap, à La Réunion, qui est la structure principale de capital investissement. Enfin, Régis, Nicolas, David, si vous avez d'autres noms à apporter, mais on va dire que c'est peut-être les plus présents aujourd'hui. Après, en métropole, vous avez des sociétés de capital investissement qui sont spécialisées par secteur d'activité. Ce n'est pas trop le cas à La Réunion, encore une fois, parce que le tissu économique ne le demande pas. On n'en est pas là. Mais c'est évidemment des supports importants, encore une fois, au-delà de l'aspect financier. Moi, c'est ce qui me paraît aussi important, c'est derrière d'avoir véritablement un appui, une technicité des réseaux. Ensuite,
Et pour faire un petit peu le lien, le financement participatif, alors je vais être assez rapide là-dessus parce que le financement participatif, encore une fois, c'est vraiment à géométrie variable, mais c'est en général ce qu'on appelle le crowdfunding, crowdlending, donc qui permet de faire financer en effet, donc au sens propre, par la foule, donc en effet par beaucoup d'acteurs qui vont venir là aussi permettre de boucler un plan de financement. Il y a de multiples avantages au financement participatif. Ça permet de valider un projet. Ça permet de prouver aussi à des partenaires financiers qu'on a déjà X personnes qui ont participé, même dans des conditions minimes, mais donc qui valident le fait que le projet est intéressant. Et donc là aussi, je pense qu'il ne faut rien s'interdire. Évidemment, on a cette problématique à La Réunion, hein, il y a très peu d'acteurs locaux. Et puis, en tout cas, on n'a pas de fonds de financement participatif qui sont spécialisés. On peut quand même citer, on va en citer deux, Poc Poc, qui est vraiment très orienté pour des projets, on va dire, à connotation sociale et solidaire. Donc, c'est souvent des petits projets, mais encore une fois, ça peut être des appuis parce que ça vous permet de dégager quelques milliers d'euros. Et encore une fois, j'insiste, les quelques milliers d'euros, c'est un effet de levier. Ce n'est pas juste parce que j'ai eu 5 000 euros de plus que ça va me faire 5 000 euros de plus. Grâce à ces 5 000 euros de plus, je vais peut-être pouvoir activer d'autres mécanismes derrière. Et donc, concrètement, c'est à ne pas négliger. Et puis, dans une économie, on va dire, plus générale, moi, je pense à Albus Financement, donc, qui intervient aussi depuis quelques années sur des projets différents, qui intervient aussi sur des projets un peu atypiques, des financements de stock. On en parlera tout à l'heure aussi, mais reprendre une entreprise et financer le rachat d'une entreprise, ce n'est pas uniquement le prix qu'il y a sur l'étiquette. Donc, il y a peut-être d'autres choses à financer et c'est peut-être pas toujours le plus simple. Donc, c'est là où des gens comme Albius Financement peuvent intervenir. Et puis, voilà, je vais laisser Régis, si tu veux rajouter quelque chose. Oui, Pierre, dans la continuité de ce que tu disais, c'est pas uniquement des financements, c'est vraiment des compétences, un réseau. C'est-à-dire que par exemple, POC POC, c'est toute une stratégie de communication à travers une campagne de communication qui est mise en place, donc un véritable accompagnement. Donc c'est vrai qu'il y a des fonds qui ne sont pas forcément élevés, mais ça vous apporte aussi plus de visibilité. Et c'est pareil pour tous les autres partenaires, je pense. Oui, tout à fait. Tout à fait. Là où le banquier, en effet, va vous donner des conseils, mais il a quand même de fortes contraintes techniques et financières, hein. On le disait tout à l'heure et on ne va pas revenir dessus, mais c'est vrai que les contraintes sont fortes par rapport à des ratios, le respect de certains ratios. Le banquier va vous donner son expérience personnelle, votre interlocuteur. Les autres mécanismes, en revanche, vont vous permettre, et les autres interlocuteurs vont vous permettre réellement d'agrandir votre réseau et d'avoir une vision peut-être plus large de votre projet. Et ce n'est pas à négliger quand on reprend une entreprise, mais même pour une création. Dernière source de financement, alors je ne sais pas si c'est la dernière, mais en tout cas pour nous aujourd'hui, si on a fait à peu près le tour, ce sont les subventions. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les subventions? Ben, on sait très bien que notamment, il y a des régimes de subventions, notamment avec le FEDER, en fonction des secteurs d'activité, en fonction quelquefois de l'antériorité de l'entreprise, donc en fonction du contexte. Évidemment, les subventions, ben, il faut les inclure, il ne faut pas les négliger parce que là aussi, au-delà de la somme, c'est souvent un effet de levier supplémentaire, j'insiste, mais pour moi, c'est fondamental. Si vous obtenez 50 000 euros de subvention de plus, ça va vous permettre peut-être de pouvoir développer d'autres points lors de la reprise de votre entreprise au-delà des 50 000. Donc, il y a vraiment cet intérêt-là, avec quand même un petit bémol, mais ça, c'est vraiment très personnel. Un business qui ne tiendrait que sur des subventions, mis à part quelques secteurs d'activité très particuliers, ça me paraît pas très sain. On a quelquefois, de plus en plus rarement, mais j'en ai eu il y a quelques années, assez souvent des personnes qui venaient me voir en me disant, voilà, je voudrais monter un business, mais dites-moi dans quel secteur il y a le plus de subventions. Donc, le raisonnement me paraît un petit peu à l'envers. Je pense que, mais on en reparlera tout à l'heure, c'est peut-être pas voilà, le bon mécanisme, mais voilà, ça marche. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour sur la partie source de financement. On reviendra tout à l'heure de toute façon pour conclure là-dessus. Pour faire le lien, en effet, sur l'élaboration d'un plan de reprise qui soit solide, crédible. Le premier point, en effet, et encore une fois, je prêche pour ma paroisse, c'est l'évaluation de l'entreprise.
que ça soit la mienne ou celle de certains experts comptables ou celle d'autres partenaires. J'ai évidemment aucun souci là-dessus. Ceci dit, c'est en effet la nécessité de faire évaluer l'entreprise que vous allez reprendre. Encore une fois, on ne peut pas imaginer que demain, on achète une maison sans l'avoir visitée au départ. Alors, c'est vrai que faire évaluer la maison par un expert immobilier, ce n'est pas forcément indispensable, parce qu'en effet, on peut supposer qu'une fois qu'on a fait le tour des pièces et qu'on est allé au sous-sol, on sait à peu près à quoi ça ressemble. Une entreprise, et a fortiori, si on fait l'acquisition des titres, c'est évidemment bien plus complexe que ça. Donc, ça veut dire que la partie évaluation de l'entreprise, elle ne doit pas être négligée. Encore une fois, pas simplement pour faire plaisir aux banquiers, mais aussi pour s'assurer qu'on a une parfaite connaissance, ou en tout cas la plus parfaite possible, de ce qu'on va reprendre. Voilà. Et donc, David le disait tout à l'heure, c'est un point qui va être important pour certains financeurs aussi. C'est-à-dire que sur des petits montants, alors qu'est-ce que c'est qu'un petit montant? Après, c'est à voir, mais sur des petits montants, quelquefois, le dossier d'évaluation, le banquier peut aller, si vous avez un bon apport personnel, si, voilà, s'il est rassuré, il peut peut-être fermer les yeux, mais rapidement, encore une fois, et souvent, les différents partenaires vont demander à ce que vous arriviez avec un dossier d'évaluation de votre entreprise et vont valider que les principaux éléments sont cohérents et donc que le prix, encore une fois, hein, ça paraît juste logique, c'est-à-dire c'est comme si on achetait une maison, que vous dites la maison, elle vaut 1 million, finalement, elle vaut 500 000 et que vous disiez à votre banquier, s'il vous plaît, prêtez-moi 700. Le banquier va donc vous prêter 700 000 euros avec une garantie sur une maison qui intrinsèquement vaut 500. Et évidemment, il n'a pas envie d'y aller. Donc voilà, on a la même problématique pour l'entreprise, mais en plus complexe. Donc la partie évaluation ne doit pas être négligée. L'évaluation des besoins financiers, donc je vais redonner peut-être la parole à certains dans un instant, mais je vais commencer parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que le prix de reprise d'une entreprise, ce n'est pas le montant qui a écrit sur l'étiquette. Si ça vaut 500, 500, c'est le minimum. Mais au-delà de ça, il va falloir payer certainement des frais de conseil, des droits d'enregistrement, c'est juste une réalité. Il va falloir peut-être racheter du stock pour faire redémarrer. Peut-être qu'il va falloir investir de manière matérielle ou humaine, peu importe. Mais ça veut dire que concrètement, il y a évidemment une difficulté qu'on n'a pas à la création d'une entreprise. Lors de la création d'une entreprise, on arrive assez facilement à évaluer les besoins financiers. Lors d'une reprise, c'est beaucoup plus compliqué. Et on a l'impression que parce que l'entreprise vaut 500 000 euros et qu'on a 150 ou 200 000 euros, bingo, ça va marcher. Non. Si il faut racheter du stock, s'il faut investir, s'il faut développer, et s'il y a un certain nombre de frais ensuite à rajouter, finalement, le plan de financement va peut-être être un petit peu plus compliqué que prévu à boucler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a vu juste, le risque, il est simple. Encore une fois, c'est que, pour faire le parallèle que je fais souvent, c'est comme si on achetait une voiture, mais on n'a plus d'argent pour mettre le carburant. Et évidemment, on ne va pas aller loin. Ben voilà, c'est exactement le même principe. Ça veut dire qu'il y a une vraie nécessité, quand on reprend une entreprise, et quelle que soit la taille de l'entreprise, à bien évaluer le périmètre, ce qu'on va racheter, et derrière, à évaluer les besoins financiers dans les premiers mois, dans les premières semaines, les premiers mois, les premières années, peu importe. Mais voilà. Et votre capacité éventuellement à pouvoir remettre au pot s'il y a besoin. C'est un critère qui est fondamental. On le voit encore une fois avec nos trois partenaires qui sont là. À chaque fois, c'est vraiment de se dire, voilà, on va essayer de calibrer au mieux les financements. Et ce que j'ai toujours tendance à dire, dans la mesure, évidemment, où on a la capacité à rembourser, il vaut peut-être mieux surfinancer un petit peu pour être sûr d'avoir un peu de mou et de pouvoir garder peut-être un petit peu d'apport personnel si on en a. Mais en tout état de cause, pouvoir réagir si c'est un peu juste et si ça s'avère nécessaire sur les premiers mois. D'accord? On a tous vécu des entreprises sur lesquelles les plans de financement étaient un petit peu tendus. Et puis, les premiers mois, il y a un imprévu parce qu'il y a une saisonnalité qu'on avait mal calculée, parce qu'il y a un événement un peu particulier. Et finalement, l'entreprise se retrouve en difficulté. On n'a plus les moyens de mettre le carburant dedans. Et forcément, ça se complique. Nicolas, ouais, tu veux dire quelque chose? Oui, oui, je voulais dire souvent, on oublie les frais de garantie dans le plan de financement. Donc, la BPI, par exemple, va prendre les frais d'un coup, donc ça correspond à 2 à 3% du montant de la transaction. Donc, il faut vraiment être très
prudent dans le plan de financement et d'intégrer tous les frais, quoi. Donc les frais de garantie, les frais des conseils pour les évaluations, pour la création, les frais de mutation. Donc c'est vraiment important de soigner tout ça et de tout prévoir. Oui, tout à fait. Donc voilà, il y a vraiment ce travail à faire. Alors évidemment, avec vos conseils, hein, que ça soit expert comptable, que ça soit peu importe, mais nous, on est là aussi pour ça. Le troisième point pour faire en sorte que le plan de reprise soit le plus crédible possible, c'est évidemment la cohérence des projections financières. Euh, alors, de manière un petit peu triviale, c'est de se dire, voilà, le chef d'entreprise qui vous vend son entreprise en disant, ben voilà, l'entreprise que vous achetez, c'est une bonne affaire parce que, vous voyez, moi, j'ai jamais réussi à faire 500 000 euros, mais là, tout est en place et vous allez pouvoir la développer de manière très facile et très confortable. Par principe, méfiance. Pourquoi il ne l'a pas fait avant? Et on sait en plus que là aussi, avec le contexte actuel, hein, un contexte d'incertitude, l'augmentation du coût des matières premières, enfin, l'inflation et d'autres éléments comme ça qui font que eh ben, il faut être prudent sur les projections financières pour ne pas s'emballer. Là aussi, pour pouvoir lever les fonds qui sont nécessaires à la reprise et pas se retrouver en situation délicate parce qu'on a mésestimé le montant des charges. On en parlait il y a quelque temps avec Nicolas sur notamment une activité de boulangerie. Les reprises de boulangerie aujourd'hui, ben, c'est vrai que c'est complexe parce que augmentation du coût de la matière première, parce que voilà, des éléments qui font que les cédants ont des habitudes. Donc, ils savent combien ils veulent de leur entreprise à peu près parce qu'on leur a appris que ça se vendait à X% du chiffre d'affaires. Sauf qu'aujourd'hui, le X% du chiffre d'affaires ne veut plus forcément dire grand-chose parce qu'en termes de rentabilité, on n'a plus les mêmes résultats. Donc, ça veut dire qu'il faut être très prudent sur les projections financières. Et ces projections financières, encore une fois, il faut qu'elles soient faites de manière cohérente par rapport à votre projet, par rapport peut-être à des réévaluations de loyer, par rapport à voilà, encore une fois, ce n'est pas parce que l'entreprise, sur les 3 dernières années, a eu tel ou tel résultat que ça va se reproduire à l'infini et qu'on peut être serein sur les 7 ou 8 années à venir. Donc une grande vigilance là-dessus. Donc, nécessité de réaliser des prévisions réalistes. Encore une fois, euh, avec le cédant, mais pas que. Voilà. Euh, donc, pour moi, c'est les 3 points majeurs. Après, je vais laisser la parole, en effet, à chacun d'entre vous au niveau de nos partenaires. Quelques conseils pour convaincre les investisseurs. Moi, j'en ai quelques-uns en batterie, mais je vais vous laisser un peu la parole. Régis, tu Oui, te lances? alors, Qu'est-ce que tu pourrais avec donner plaisir. comme conseil? Alors, c'est déjà, je reviens encore sur ce maître mot là de l'anticipation. Autant quand on va vendre son entreprise, il faut bien se préparer, c'est-à-dire, pour être très clair, faire apparaître tout ce qui doit apparaître et du coup qui va permettre de vraiment avoir le bon calcul sur l'évaluation et pas uniquement sur ce qu'on pense être le montant de l'évaluation. Et autant le cédant, lui, doit bien se préparer pour avoir effectivement tous les ingrédients, l'apports et autres. Et donc, comment être crédible, c'est aussi en se rapprochant de la réalité, en ayant une bonne étude de marché notamment, une connaissance du secteur et puis une connaissance du métier. C'est comme ça qu'aussi que les financeurs et les investisseurs vont être rassurés. Parce que en fin de compte, tous ces conseillers qui peuvent intervenir, hein, que soit le cabinet, n'ont qu'un seul motif, c'est de protéger l'entrepreneur, celui qui se lance. La garantie France Active, par exemple, donc, sur des reprises, on peut aller à 80% de caution sur un prêt bancaire, jusqu'à 100 000 euros, admettons. Donc, c'est vraiment très intéressant, même pour des prêts à 200 000 euros. Voilà, l'objectif, c'est de limiter les cautions personnelles. C'est de faire en sorte que l'entrepreneur se lance sans prendre trop de risques. Et ça va être le même objectif pour les banques et pour ceux qui vont accompagner les comptables et autres. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est bien de faire le tour et de prendre les conseils de chacun
mais certains sont spécialisés. Et c'est plutôt avec cela qu'il faut aussi affiner son projet. Je vais prendre un exemple. Vous allez voir un comptable, vous allez pouvoir faire un business plan. Donc, un business plan, je rappelle que ce n'est pas juste des chiffres, hein, ce n'est pas un provisionnel, il faut aussi expliquer le projet. Et du coup, vous allez après, avec cette projection, affiner avec d'autres accompagnateurs sur l'investissement, quel est le bon montant à mettre sur l'apport, sur le capital, voilà, sur différents, on parlait de LBO tout à l'heure, de holding. Donc, c'est en fonction de votre projet qui est différent des autres qu'il va falloir vraiment affiner votre projet. Affiner votre projet, ça veut dire avant de faire des démarches, avant de créer l'entreprise officiellement en déposant un statut et avec des frais, c'est vraiment d'avoir une vision complète sur toute la chaîne des accompagnateurs jusqu'au financement, parce que sinon vous allez avoir d'autres frais par la suite si vous avez des modifications à faire. Donc voilà, vraiment aller jusqu'au bout de la démarche en étant le plus concret possible, le plus proche de la réalité du terrain, et c'est en rencontrant les différents spécialistes que vous arriverez à avoir cette vision d'après moi. Tout à fait. Nicolas ou... Allez, Nicolas, à toi. Merci. Je pense que quelques conseils pour convaincre les investisseurs, donc c'est vraiment montrer l'adéquation du porteur du projet par rapport au projet. Donc, quelqu'un qui va reprendre une boulangerie, il vaut mieux qu'il ait quand même un peu d'expérience dans le secteur et qu'il soit du métier, que son CV parle pour lui. Au niveau des business plans et des prévisionnels, je pense que c'est vraiment important qu'ils soient très prudents. Donc, si on se base sur les chiffres passés, ça paraît, tout s'explique, mais de prévoir des augmentations de chiffre d'affaires à 20 ou 30% dès la première année, il faut vraiment argumenter, il faut vraiment qu'on ait des éléments pour pouvoir le faire. Donc, je pense que les prévisions avec des chiffres d'affaires qui soient à peu près égaux aux éléments, aux années précédentes. Donc ça, c'est vraiment important de tout justifier et aussi d'avoir du recul par rapport au métier. Donc, nous, quand on analyse un dossier, on regarde les fiches métiers du secteur. Donc, on parlait tout à l'heure du secteur de la boulangerie ou sur les pharmacies. On va regarder quelles sont les rentabilités moyennes du secteur, les chiffres d'affaires moyens. Et il faut que le business plan corresponde à ces chiffres pour vraiment donner de la cohérence. Donc, il faut vraiment s'entourer de professionnels, je pense, pour avoir des chiffres les plus pertinents possibles et qui soient crédibles. Merci. Merci, Nicolas. David, quelques conseils quoi, que tu pourrais donner de ton expérience? Oui. Ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que lorsqu'on veut reprendre une entreprise, euh, souvent on voit, nous aussi, des cas où ce sont des salariés qui reprennent l'entreprise interne. Donc les salariés se positionnent sur la reprise. Et là, c'est quand même un avantage parce que ce sont des personnes qui connaissent le métier, qui travaillent déjà dans l'entreprise, ils savent comment ça fonctionne, ils connaissent les fournisseurs, ils connaissent les clients, et c'est un point positif. Quelqu'un qui n'est pas du tout salarié ou impliqué dans l'entreprise, lorsqu'il arrive dans le cadre de cette reprise, il faut qu'il s'y intéresse énormément. C'est-à-dire que s'il a la possibilité de faire une immersion pour comprendre comment ça fonctionne et qu'il y ait vraiment un passage, et ça, il faut aussi le savoir, c'est que le vendeur aussi, il doit se préparer à céder son entreprise. Quand il cède son entreprise, c'est pas juste signer un papier, il faut il soit un peu dans la transmission des compétences, il soit un peu dans la transmission du savoir-faire. Et donc, le repreneur doit s'intéresser à ça et s'attacher à ce que cette transition se passe bien. Donc, parfois, souvent, on voit des vendeurs de sociétés qui accompagnent pendant 1 an, voire 6 mois après la reprise d'entreprise, qui accompagnent le vendeur, le repreneur sur cette durée. Parce que lorsqu'on reprend une entreprise, on reprend les salariés,
Donc, il y a tout un aspect de gestion de ressources humaines et de transition à savoir-faire et à bien faire, parce que sinon, lorsqu'on reprend une entreprise, on est tenu normalement, lorsqu'on reprend une entreprise, de garder les salariés. Et donc, on doit s'appliquer à ce que tout cela se passe bien. Donc, il faut voir aussi cet aspect social qu'il faut garder, bien sûr, en alerte lorsqu'on reprend une entreprise. Euh, et donc, moi, ce que je conseillerais vivement à tous les repreneurs, c'est de vraiment, avant de signer un compromis, comprendre comment la société fonctionne, comment l'entreprise fonctionne, quels sont les fournisseurs, quels sont les clients, et au niveau de la gestion de ressources humaines, comment ça se passe. Voilà. Merci David. Juste pour rebondir sur ce que tu disais à la fin, notre expérience, nous, chez Transact, c'est que quand on a des cédants qui nous confient des mandats, on leur demande forcément, en effet, est-ce que vous avez identifié potentiellement des profils de repreneurs? Donc, on discute avec eux de repreneurs potentiels. Et pour beaucoup, il y a cette volonté de dire, en effet, je ne suis pas prêt à vendre à n'importe qui. Alors, encore une fois, quelquefois, on peut avoir des cédants qui nous disent, moi, je suis pressé, et puis voilà, le premier qui signe, voilà, c'est parfait. Mais pour la plupart, il y a vraiment cette volonté de dire il faut que l'entreprise puisse être pérennisée. Je vais confier mon équipe avec laquelle je travaille depuis X années. Et donc, je veux que ça soit, ou en tout cas, je souhaiterais que ça soit un repreneur qui partage mes valeurs et m'assurer en effet que vous puissiez me trouver quelqu'un qui soit en phase avec mes valeurs et avec lequel, en effet, mes futurs ex-collaborateurs seront bien. Donc, c'est évidemment un point important et ça me permet de rebondir sur un conseil. Il y a quelques mois, je discutais avec un investisseur privé et je dis, mais quels sont les critères sur lesquels tu te fondes, toi particulièrement? Et il m'a dit, moi, la première chose, c'est l'adéquation homme-projet et d'autre part, la capacité du repreneur à s'investir dans le projet de reprise. Donc, encore une fois, à de rares exceptions près, la boîte qui vaut pas cher, pour laquelle on fait un investissement passif, et puis on attend que ça tombe tous les ans, ça existe, d'accord? On nous en demande tous les jours, mais il y en a peu. En revanche, des boîtes qui, quelquefois, sont peut-être un petit peu plus chères, sur lesquelles il va falloir mettre du temps, de l'énergie et encore d'autres choses, il y en a plus que ça. Et donc, ça veut dire que, en effet, c'est aussi ce que vont regarder les investisseurs privés, hein, comme le financier aussi. Mais voilà, c'est la capacité de l'équipe qui va reprendre ou du repreneur, s'il est tout seul, à pouvoir encaisser, entre guillemets, des coûts, à pouvoir, en effet, absorber éventuellement des situations un peu délicates. Donc, c'est un point qui me semble fondamental, encore une fois, c'est de se dire, en tant que repreneur, jusqu'où on est prêt à aller? Parce qu'en effet, vos partenaires, forcément, vont regarder jusqu'où vous êtes prêt à aller. Et c'est ce qui va faire, en effet, qu'on a la capacité ou pas à reprendre une entreprise. Et c'est ce qui fait aussi certainement que tout le monde n'a peut-être pas vocation à reprendre une entreprise qui pose absolument aucun problème. Voilà. Donc, il y a évidemment plein d'autres conseils qu'on pourrait donner chacun en fonction de nos expériences personnelles, mais voilà en tout cas. Voilà un petit échantillon. Régis, tu voulais rajouter quelque chose? Alors, je voulais juste te dire, effectivement, c'est très important cette capacité, enfin, qu'on puisse voir la capacité, merci Pierre, des personnes, mais aussi cette capacité à s'entourer. Donc, comme le disait David tout à l'heure, quand on reprend l'activité de sa boîte quand on était salarié, on n'a pas forcément des capacités de gestionnaire ou de dirigeant, ou RH ou autre. Donc, il y a soit des formations, soit aussi recruter ou s'entourer de personnes qui vont pouvoir répondre à des besoins immédiats de gestion d'entreprise. Et cette capacité-là, c'est aussi quelque chose qu'on regarde de la même façon. Merci. Alors, je reprends la parole et je rebondis encore une fois sur ce que tu dis, Régis. Quand on crée une entreprise, généralement, on part de zéro, on va avoir un premier collaborateur, puis un deuxième, puis un troisième, et puis en fin de compte, le métier, entre guillemets, de manager, on va l'acquérir petit à petit.
avec une équipe qu'on a créée. Quand on reprend une entreprise, en revanche, si on prend une entreprise qui a déjà une dizaine de collaborateurs, ils sont déjà en place, ils connaissent mieux l'entreprise que le repreneur potentiellement. Ils ont eu l'habitude de travailler avec une personne ou un groupe de personnes auparavant. Ça veut dire que le métier de manager et la fonction de manager, elle est évidemment fondamentale. Et donc, c'est un point, c'est ce que disait David tout à l'heure, c'est cette nécessité pour le repreneur de bien connaître la société, de bien se l'approprier, de bien la sentir. Voilà, on ne peut pas reprendre une entreprise juste parce qu'elle est rentable. Encore une fois, dans ce cas-là, il vaut mieux acheter des actions à la bourse parce qu'au final, voilà, si on achète des actions de je ne sais quelle société qui sont pas trop mal, a priori, on fait un investissement, puis on est tranquille. Mais par contre, reprendre une entreprise dans laquelle on va être actif, même voire quelquefois même actionnaire passif, il peut y avoir quand même derrière surtout sur de la TPE-PME, il peut y avoir des contraintes un petit peu plus fortes en termes social et ressources humaines d'une manière générale. Donc, ouais, c'est important, forcément au-delà de l'aspect financement, même si on en est un peu sorti, mais il y a un lien fort, puisqu'en effet, comme vous le dites tous les trois, les partenaires vont aussi regarder cette capacité du repreneur, cette capacité humaine, cette adéquation, bref, tout ça. Avec encore une fois, et je vais finir là-dessus, quand même un frein à la réunion, clairement, c'est que la plupart des entreprises sont des petites entreprises, donc ça veut dire que le rôle du dirigeant est souvent clé. Et ça freine clairement aujourd'hui la transmission d'entreprise. C'est un critère qui est évidemment fondamental à prendre en considération. Dans la plupart des entreprises qu'on voit, nous, en effet, c'est une des premières questions, hein, c'est quel est votre rôle dans l'entreprise? Si vous êtes un dirigeant, si le cédant est un dirigeant qui n'a plus trop d'activité au quotidien et s'il passe son temps à aller au golf ou à voyager, tant mieux pour le repreneur. Par contre, s'il est au four et moulin et qu'il travaille 50 heures par semaine, qu'il fait le commercial, qu'il fait le DRH et autres, évidemment, ça va être un petit peu plus complexe. Donc, cette partie-là, pour des TPE-PME, elle est fondamentale, forcément. Il faut bien l'apprécier. Les dirigeants auront souvent tendance à dire non, non, mais vous inquiétez pas, je ne fais plus grand-chose. Dans la réalité, si vous discutez un petit peu avec eux, vous vous rendez compte que finalement, je ne fais plus grand-chose, mais finalement, la dernière embauche ou le dernier licenciement, c'est moi qui m'en suis occupé. C'est moi qui viens de déposer les espèces à la banque. Et le gros client qu'on a récupéré il y a 15 jours, c'est le dirigeant. Donc, on a eu le cas en plus il y a très peu de temps d'un client où au cours de la discussion, il y avait cette espèce d'incohérence. Donc voilà, ça m'avait fait marrer. Voilà. Troisième point, une fois qu'on a avancé, en effet, dans le processus de négociation et de conclusion, les étapes clés de la négociation pour que ce soit bien clair pour tout le monde comment ça se passe. Il y a évidemment toute une partie étude que vous pouvez réaliser, encore une fois, tout seul, avec des conseils, experts comptables, cabinets spécialisés, organismes tels que les organismes qui sont aujourd'hui là, qui peuvent vous aider à avancer dans votre projet. Et je pense, pour ne pas trop m'avancer en disant que tout le monde aujourd'hui est là pour vous recevoir et pour commencer à parler de votre projet, voilà, pour vous donner quelques pistes. À l'issue de cette première phase, alors qui peut aboutir sur une phase un petit peu plus formelle, mais à l'issue de cette première phase, il y a souvent en effet une LOI, donc une lettre d'intention, qui consiste en quoi? C'est un document, comme son nom l'indique, qui scelle l'intention d'un candidat à la reprise par rapport à une reprise d'entreprise et certaines conditions. Schématiquement, dans la lettre d'intention, vous allez dire, bah, écoutez, sur la base des informations que j'ai, je suis OK, moi, pour racheter votre entreprise. Enfin, ça m'intéresse de racheter votre entreprise pour un prix de 150 000 euros que je pourrais payer comptant ou pas, avec un crédit vendeur, à telles conditions, avec des clauses suspensives, évidemment, à ne pas négliger, l'obtention d'un financement bancaire, l'obtention d'une garantie. Voilà. Encore une fois, ça n'a pas valeur de promesse d'achat. D'accord? Ça a promesse, encore une fois, uniquement de confirmer une intention de l'acquéreur et aussi de bloquer le processus de recherche. C'est-à-dire que pendant un certain temps, cette lettre d'intention, si elle est bien rédigée, vous permettra en effet d'être tranquille sur la négociation et de dire, pendant ce laps de temps qui a été accepté par le cédant ne recherche plus d'autres acquéreurs et il me laisse travailler tranquillement.
Les délais, le contenu de la lettre d'intention, il y a des détails assez importants. Donc, ça veut dire que là aussi, il vaut mieux être accompagné. Je parlais tout à l'heure des avocats, ils sont très bien placés pour ça. Mais clairement, la lettre d'intention, elle ne doit pas être faite au hasard. Juste pour faire peur un petit peu, une lettre d'intention mal ficelée peut se transformer en une promesse d'achat. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut être vigilant là-dessus, mais c'est une étape importante qui permet de dire à l'acquéreur, et en tout cas de dealer entre l'acquéreur et le cédant, et de dire, OK, a priori, on a envie de travailler ensemble, on a envie d'aller plus loin, donnons-nous un peu de temps. Voilà, c'est ça le sens de la LOI, c'est la première étape. À l'issue de cette première étape, ça donne le temps, en effet, au candidat à la reprise de réaliser un ou des audits plus ou moins poussés, là aussi, soit en interne, soit avec des partenaires. Alors évidemment, on parle des audits de ressources humaines, des audits fiscaux, des audits comptables, et tout dépend évidemment des compétences du repreneur, tout dépend de la taille de l'entreprise. Donc, il va y avoir des audits plus ou moins précis et plus ou moins poussés. Mais c'est évidemment une phase importante, en tout cas pendant laquelle, en effet, ça va permettre de confirmer l'intérêt du candidat, d'accord, et éventuellement de lever certaines craintes. À l'issue de cet audit, on va arriver sur une promesse d'achat. La promesse d'achat, dans le cas d'une reprise d'entreprise, c'est quasiment l'acte définitif. La promesse d'achat que vous allez signer, alors pour un fonds de commerce, dans l'absolu, vous pouvez le faire sous seing privé, hein, vous n'avez pas besoin d'aller chez un homme de loi. Juridiquement, de manière très concrète, moi, je ne le recommande pas. Je dis, il y a des gens qui le font très bien. Certes, ça va coûter un petit peu de sous, mais il vaut mieux aller voir un avocat, un notaire, voilà, un spécialiste qui va pouvoir vous accompagner sur les termes de cette promesse d'achat. Encore une fois, parce que la promesse d'achat, c'est un quasi contrat d'achat. Donc, ça veut dire que là-dessus, on va pouvoir décliner toutes les conditions de l'acquisition de la société, que ce soit le fonds de commerce ou les titres, en maintenant juste quelques clauses suspensives du type, en effet, obtention d'un financement ou autre, voilà, ou autre clause. Donc, encore une fois, à l'issue de la promesse d'achat, alors pour information et pour qu'on soit très clair, le banquier n'ouvrira pas le dossier tout pendant qu'il n'a pas de promesse d'achat. Voilà. Je vois que Nicolas opine du chef. Mais voilà, souvent les clients viennent nous voir en nous disant non, mais c'est bon, est-ce que vous pouvez envoyer à la banque et puis après je vais voir. Non, non, malheureusement, aujourd'hui, enfin malheureusement ou pas, peu importe, c'est le principe. Les banquiers, tout pendant qu'ils n'ont pas la totalité des informations, y compris la promesse d'achat, ils ne regardent même pas le dossier. Si vous dites qu'ils le regardent, c'est faux. Voilà, Nicolas, je te laisse la parole. Juste donc je confirme, et sur les promesses d'achat, prévoyez un délai assez long. Certains banquiers ne vont pas ouvrir le dossier si la promesse d'achat prévoit des conditions suspensives à 1 mois. Souvent, on a des motifs de refus en disant bah, c'est trop court, on n'aura pas le temps de traiter, donc on décline. Donc prévoyez au moins 3 4 mois minimum entre la signature du compromis et l'acte définitif pour avoir toutes les conditions suspensives pour donner le maximum de chances de succès au dossier. Oui, donc la promesse d'achat, c'est vraiment un document qui est important, encore une fois, hein. C'est vraiment celui qui va consigner toutes les conditions, y compris ce qu'on va voir dans les points clés dans un instant. Donc, ça doit vraiment être rédigé par un professionnel et encore une fois, en faisant intervenir tous vos partenaires, c'est-à-dire que c'est pas juste l'avocat, si c'est un avocat, encore une fois, je travaille avec des avocats, donc j'ai aucun souci avec eux, mais c'est pas juste l'avocat qui doit rédiger la promesse d'achat et vous devez la signer dans la foulée. Il faut que tous les partenaires qui interviennent sur le dossier puissent avoir connaissance de la promesse d'achat pour valider les termes et pour se dire, OK, on est bien d'accord là-dessus. Parce qu'encore une fois, c'est engageant, contrairement à la LOI si elle est bien rédigée. Et puis la dernière phase, c'est ce qu'on appelle le closing, c'est la session définitive. C'est là où on fait sauter le champagne si tout se passe bien. Encore une fois, on va être très rapide là-dessus parce qu'il ne se passe pas grand-chose si ce n'est qu'on est content. Normalement, les deux parties sont contentes. Mais tout a été déjà fait avec la promesse d'achat. Entre la promesse d'achat et le closing, bah, vous l'avez compris, c'est là où vous allez valider vos financements. C'est là où vous allez lever éventuellement des conditions de renouvellement de bail ou des choses comme ça. C'est là où vous allez terminer peut-être vos audits pour pouvoir verrouiller certains points d'inquiétude. Tout ce qui sera notamment conclu dans les clauses suspensives.
il faudra que ça soit levé pour le closing. Voilà. Donc là, quand on est arrivé là, normalement, encore une fois, tout le monde est content. Sur ces étapes clés, messieurs, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou est-ce que je passe directement au point clé? Je continue alors. Des points qui me paraissent vraiment fondamentaux, pardon. David en a déjà largement parlé tout à l'heure, l'accompagnement du cédant. C'est vraiment, encore une fois, extrêmement important. Comment le cédant souhaite-t-il vous accompagner? Alors, est-ce qu'il faut qu'il reste 6 mois? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut qu'il reste 3 mois? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut qu'il s'en aille tout de suite? Je ne sais pas. Évidemment, ça va vraiment dépendre du cas, mais vous comprenez bien que quelquefois, il est préférable que le cédant s'en aille parce que c'est son entreprise depuis 20 ans, parce que ses équipes ont l'habitude de travailler avec lui depuis 20 ans et que s'il est encore trop présent pendant les premiers mois, ça va peut-être empêcher le repreneur d'opérer un certain nombre de modifications. Donc, évidemment, on n'encourage pas les repreneurs à tout casser et à tout changer dès le deuxième jour d'arrivée. Mais clairement, il faut quand même pouvoir aussi imprimer sa patte. Donc, encore une fois, est-ce que le cédant doit t'accompagner longtemps ou pas longtemps? Ça dépend vraiment des cas. Mais en revanche, c'est un point qui est vraiment à verrouiller parce que là aussi, d'expérience, évidemment, vous avez toujours des cédants qui vont vous dire non, non, mais il n'y a pas de problème. Moi, j'accompagne le repreneur. Et puis évidemment, une fois qu'on a le chèque et puis qu'on est un petit peu plus fatigué et puis qu'on a peut-être d'autres projets finalement un peu plus sympas que d'aller tous les matins tôt à l'entreprise qu'on a gérée depuis 30 ans, on peut être tenté quelquefois de se dire finalement, oh, je l'avais dit que je l'accompagnais, mais il a l'air de se débrouiller correctement, je vais peut-être le laisser un petit peu tranquille. Donc ça aussi, il y a ce qui se dit et puis il y a ce qui s'écrit. C'est-à-dire que dans la promesse d'achat, les clauses d'accompagnement du cédant doivent être clairement écrites. Combien de temps? Comment? Quelle rémunération? Est-ce que le cédant vous accompagne pendant 6 mois gratuitement et il vient une demi-journée par semaine? Ou alors est-ce qu'il demande encore un salaire et de combien? Enfin, tout est possible. Mais encore une fois, il faut que ça soit clair dès le départ. Et puis, encore une fois, c'est comme pour bien d'autres points. Il y a un moment au départ de la discussion où on est toujours d'accord. Et puis, au fur et à mesure, il peut y avoir des désaccords qui se créent. Donc, il vaut mieux écrire quand on est d'accord. Comme ça, quelques mois après, quand on n'est plus totalement en phase, que ça a pris du retard pour X raisons, qu'on s'est pris un petit peu la tête parce qu'on a eu l'impression que le cédant ne faisait pas le nécessaire pour avoir son financement bancaire, ou que que le repreneur ne faisait pas le nécessaire, ou que le cédant, en revanche, ne donnait pas la totalité des informations, on a peut-être un peu plus de différends. Alors, je ne dis pas que ça se passe mal à chaque fois, je dis simplement que c'est un processus qui est long, encore une fois, le processus de reprise, hein, c'est entre 6 mois et 1 an. On n'en a pas parlé, mais c'est 6 mois à 1 an. Donc, le processus est long, on peut évoluer des deux côtés. Et d'ailleurs, les partenaires sont là aussi pour tenir. Nous, on est là pour évidemment faire en sorte que ça tienne jusqu'au bout et que la passation se fasse bien. Mais donc, encore une fois, c'est un aspect pour moi qui est vraiment important de bien verrouiller l'accompagnement du cédant parce on le voit, on l'a vu, on le connaît souvent. Un cédant qui dit mais je ne comprends pas, il n'a pas besoin de moi alors que finalement, voilà, moi j'aurais voulu continuer à travailler dans l'entreprise encore quelques mois parce que finalement, je n'étais peut-être pas si prêt à vendre ma boîte. Euh, donc, euh, donc voilà, donc ça, il faut le verrouiller. Un deuxième point que j'ai mentionné là qui me paraissait important aussi, c'est les cautions. C'est un point un petit peu technique, mais c'est juste pour qu'on en ait bien conscience. Un dirigeant d'entreprise, s'il s'est porté caution vis-à-vis de la banque, quand il va céder son entreprise, la caution ne va pas automatiquement être transférée sur le repreneur, bien au contraire, elle va par défaut rester attachée au cédant. Donc concrètement, ça veut dire que l'impact est fort. Ça veut dire aussi que concrètement, imaginez que vous repreniez une entreprise à quelqu'un qui avait un patrimoine relativement conséquent et donc à un cédant qui s'est porté caution pour des montants importants. Si vous, en revanche, vous avez une surface patrimoniale un petit peu plus faible, il est possible que ça crée problème parce que les banquiers vont vous dire désolé monsieur, mais moi je n'accepte pas la substitution de caution. Je préfère garder la caution de monsieur le vendeur parce qu'il avait un patrimoine quand même plus sympa que le vôtre. Et si monsieur le vendeur n'est pas d'accord pour garder sa caution jusqu'à la fin des crédits, ça peut créer un blocage. Donc ça veut dire que c'est une vraie problématique quand même à prendre en considération et à évoquer tout de suite. Clairement, nous, les dossiers sur lesquels on travaille, c'est une des questions, encore une fois, qu'on va regarder souvent quand il y a des financements bancaires, quand il y a des objets sur lesquels il pourrait y avoir des cautions, c'est de se dire, OK, quelle est la position du cédant par rapport aux cautions? Pour combien il s'est porté caution? Et ça peut
encore une fois, ça peut faire capoter une affaire parce que le repreneur n'aura pas cette capacité à se substituer et que le cédant, à juste titre, peut-être, va dire bah, désolé, mais moi, à partir du moment où je vends la boîte, j'ai plus envie d'être caution. Donc, c'est un point à prendre en considération qui n'est pas neutre. Et puis, on va finir par la garantie d'actifs et de passifs, la fameuse GAP. Euh, alors, c'est quoi la garantie d'actifs et de passifs? C'est un terme qu'on entend beaucoup. En fin de compte, c'est un ensemble de clauses qui garantissent l'acquéreur contre des éléments dont il n'aurait pas eu connaissance, volontairement ou pas, de la part du cédant, quand il a repris l'entreprise. De manière très claire, vous rachetez une entreprise, il y a un salarié qui a quitté l'entreprise quelques semaines avant. Si vous rachetez les titres de la société et que cet ancien salarié attaque l'entreprise au prud'homme, si vous avez acquis les titres depuis ce moment-là et que vous n'avez prévu aucune garantie d'actifs et de passifs, le prud'homme, entre guillemets, c'est pour votre pomme en tant qu'acquéreur. Donc, ça veut dire que concrètement, il y a un risque important pour tout ce qu'on n'a pas vu quand on a visité la maison. Donc, encore une fois, c'est pour ça que évaluer l'entreprise, c'est important, effectuer des audits, c'est important. Il faut regarder ce qu'il y a sous les tapis, il faut regarder ce qu'il y a au sous-sol, il faut regarder ce qu'il y a dans la cave, il faut aller toucher la toiture, il faut faire le tour, en effet, et en plus prendre une petite garantie qui s'appelle la garantie d'actifs et de passifs pour se dire si jamais on a raté quelque chose, on aura encore des chances de pouvoir se rattraper et pas se retrouver avec un prud'homme qui va nous coûter 60 000 ou 100 000 euros pour des heures supplémentaires qui n'auraient pas été payées depuis X années, ou n'importe quel autre passif, encore une fois, volontaire ou pas. Donc, ce n'est pas forcément du vol de la part du cédant. Quelquefois, c'est des éléments dont il n'a pas connaissance lors de la cession. Donc, il y a une vraie nécessité sur de l'acquisition de fonds de commerce beaucoup plus faible, mais en tout cas, sur de l'acquisition de titres, il y a une vraie nécessité à se garantir sur ces éléments-là et donc à faire le tour de la question avec des périmètres qui sont plus ou moins importants. Donc voilà. J'ai terminé avec des choses un peu moins drôles, un peu plus dures, mais voilà, parce que ça fait partie aussi des points de vigilance, à mon sens, pour de la reprise d'entreprise. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Donc, avant de Je, redonner la parole je peux rapidement. rajouter quelque chose, toujours sur Oui, sur les critères au niveau prud'homial éventuellement. Ce qui, lorsqu'on se renseigne, lorsqu'on reprend une entreprise, souvent ces entreprises sont assujetties à des conventions collectives. C'est quelque chose qu'il faut surtout vérifier parce que parfois cette convention collective n'est pas appliquée ou pas bien appliquée par le gérant actuel. Et lorsque vous reprenez, ben, la première chose peut-être que les salariés vont demander, c'est ce que la convention collective soit appliquée avec toutes les contraintes que ça peut engendrer en termes d'assurance, en termes de mutuelle, en termes de heures supplémentaires, en termes de... Voilà. Et si on a repris des parts sociales et qu'on n'a pas fait attention à ce problème-là, on risque d'avoir une rétroactivité de tout ça. Donc, attention. Voilà. ouais, l'application de la convention collective, c'est vrai que c'est primordial. Donc, voilà. Parce qu'en effet, on ne va pas se mentir, il y a certaines entreprises qui prennent la liberté de ne pas appliquer une convention collective dont ils dépendent. Et donc, concrètement, si on ne va pas fouiller avant l'acquisition, ça peut être compliqué. Ok, ouais, merci David. Alors, bon, je crois qu'on a fait à peu près le tour sur les sources de financement. On a évoqué les différentes possibilités qui sont quand même assez variées. Moi, je terminerai juste par un point là-dessus, c'est de se dire au final, les sources de financement, apport personnel, financement bancaire, on y pense tout le temps. C'est vraiment l'incontournable. Et puis au-delà de ça, on peut rajouter en effet des mécanismes de prêts d'honneur qui vont conforter l'apport personnel, d'investisseurs privés, de crédits vendeurs, enfin, plein de petits mécanismes qui peuvent permettre d'avoir un peu plus d'oxygène et de permettre de partir dans la reprise de manière plus sereine. Donc, il faut évidemment faire un tour d'horizon de tous les mécanismes avant de reprendre une entreprise et ne rien s'interdire. Ça, c'est sur les sources de financement. Sur le plan de reprise, je crois qu'on a été assez complet aussi sur les éléments qui nous paraissent importants. Que ça soit Nicolas, Régis ou David, tous les trois siègent au sein d'organismes ou en tout cas sont
sont en contact quotidiennement avec des prêteurs potentiels. Donc, c'est vrai que vous les avez vus, ils sont assez prudents. Euh, voilà, il y a une vraie mise en garde parce qu'on le sait, encore une fois, on ne se lève pas le matin en disant je vais reprendre une entreprise. Et donc, il y a quand même un minimum à respecter. Et nous, on est là aussi pour vous aider à anticiper tous ces événements. Et puis, les négociations et les points clés, on a essayé d'être assez précis sur le déroulé, les points de vigilance. Euh, voilà, moi, je crois que j'ai à peu près terminé. Alors, avant de redonner la parole à Nicolas, Régis et David, euh, Priscilla, c'est à toi. Oui, donc merci Pierre pour cette présentation riche en informations. Donc on va maintenant passer à la partie questions-réponses. Donc vous pouvez poser vos questions via le chat. Donc entre-temps, on a déjà eu une question aussi. Donc Pierre, combien de temps ça prend de reprendre une entreprise? Ah, la grande question. Difficile à dire, mais concrètement, on va dire entre 6 mois et 1 an. Entre 6 mois et 1 an, une opération de cession ou d'acquisition qui se ferait en moins de 6 mois, c'est assez rare. Alors c'est possible, encore une fois, hein, tout est possible. En 3 mois, ça peut se faire, en 1 mois peut-être, mais si vous avez besoin de lever des fonds, si vous avez besoin de réaliser des audits, si vous avez besoin, enfin bon, bref, considérons qu'une durée de 6 mois, c'est un minimum à peu près normal. Au-delà d'1 an, on peut considérer que sur des TPE-PME, ça commence à tarder un petit peu. Mais encore une fois, malheureusement, quelquefois, les opérations sont longues. Donc, encore une fois, c'est un travail de longue haleine. Mais encore une fois, c'est un travail de longue haleine pour un repreneur qui va engager sa vie, il ne faut pas se mentir, qui va engager des fonds, qui va engager sa famille. Donc, est-ce qu'il ne vaut pas mieux prendre un petit peu de temps? Sans compter que quelquefois, et après je termine là-dessus, mais sans compter quelquefois, en plus, on a la problématique, je crois tout à l'heure, c'est Régis qui évoquait ça aussi, du cédant qui finalement voulait vendre sa boîte, qui finalement se rend compte qu'il est peut-être pas si près que ça, hein. Donc il va falloir le travailler au corps, lui aussi, pour lui faire lâcher prise. Donc tout ça fait que bah voilà, c'est un travail assez complet. Voilà. Donc 6 mois, 1 an, on va dire. Dans Ok. le... Donc on n'a pas d'autres questions en tout cas pour le moment. Oui, merci Thierry, vous pouvez répondre à la question. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas d'autres questions. Bah, en attendant, s'il n'y a pas d'autres questions, David, Régis, Nicolas, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Et puis après, je vais laisser Priscilla conclure, mais pas conclure finalement, elle va annoncer la suite. Nicolas, Régis, Alors, moi, je me lance simplement. Pour moi, le maître mot, c'est ce que tu évoquais au début, Pierre, c'est une bonne préparation. Donc, l'anticipation, déjà, et puis une bonne préparation. Et voilà, faites le tour des personnes, des organismes. C'est vraiment fondamental. Et on se connaît tous, on peut vous orienter facilement les uns vers les autres. Donc, voilà, pour bien se préparer, pour éviter toute difficulté, en tout cas le maximum, n'hésitez pas. Et ça vaut vraiment le coup de s'investir en temps aussi avant de démarrer ce grand projet de vie parfois. Et merci pour l'invitation encore une fois. je t'en prie. Merci à toi. Nicolas ou David, quelque chose à rajouter? Et je pense qu'il faut vraiment s'entourer de professionnels. Donc, Transacoi a vraiment une expertise sur tout ce qui est évaluation. Donc, la première chose que les financeurs vont regarder, c'est si l'entreprise n'est pas survalorisée. Donc, souvent, le vendeur, c'est son bébé, donc il veut un montant qui est élevé. Il y a des normes dans la profession, donc c'est vraiment important d'acheter au juste prix et l'expertise de Pierre et de toute l'équipe de Transacoi est vraiment très très importante là-dessus. Et merci de m'avoir invité au webinaire. Merci à toi, Nicolas. Alors, mon petit mot pour conclure, ben,
Ce que tout le monde a dit et ce que tout le monde préconise, vous, si vous souhaitez reprendre une entreprise, c'est de bien s'entourer, de faire les choses par étapes, de pas trop se précipiter parce que c'est un projet de vie, hein. Et reprendre une entreprise, c'est un peu plus rassurant parce que si on reprend une entreprise, au lieu d'en créer une, ben, on reprend un chiffre d'affaires, on reprend un fonds de commerce qui a une clientèle, donc on part pas de zéro, mais ça implique pas mal de choses à vérifier. Et donc, il faut bien s'entourer. Et, au niveau d'initiative Réunion, on finance dans la reprise et on a deux personnes qui s'occupent de ça sur la zone ouest et sud, c'est Monsieur Guillaume Berton. Sur la zone nord et est, c'est moi-même. Sur tout ce qui est reprise et transmission. Et on travaille bien sûr en collaboration avec tous les autres partenaires qui sont sur ce webinaire, hein, que ce soit Transacoi, Crazy Pro ou Réunion Active. Donc, n'hésitez pas à nous contacter et on pourra vous donner de bons renseignements et vous conseiller à ce niveau-là. Merci à tous les trois. Avant de repasser la parole à Priscilla, mais je ne peux pas m'empêcher d'insister là-dessus. Nous, en tout cas, chez Transacoi, on est vraiment à votre disposition si vous avez des projets de reprise. On ne déclenche pas le sablier dès les premières minutes de discussion. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir, à nous solliciter. On peut en parler. Voilà, encore une fois, c'est toujours de bon cœur. On aime ce qu'on fait. Et on est vraiment content à chaque fois d'accompagner à la fois des cédants et des repreneurs qui vont s'engager dans une nouvelle vie. C'est toujours un plaisir pour nous. Donc voilà, franchement, n'hésitez pas. Je vais repasser la parole à Priscilla parce qu'il me semble qu'elle a encore des choses à dire. Ben, écoutez, merci en tout cas à vous tous. Merci encore une fois à vous trois et merci à tous ceux qui étaient présents. Et puis merci à la team Transacoi aussi qui a mené ça de main de maître. Et donc, nous vous enverrons le replay, bien évidemment. Et puis, on vous donne rendez-vous alors pour un autre webinaire. Si vous avez des idées de thématiques qui vous intéressent, là aussi, n'hésitez pas, vous pouvez nous en faire part. On a déjà des petites idées, mais on peut s'adapter. Donc, si on sait faire, on le fera avec plaisir. Voilà, donc vous aurez le replay et le petit déjeuner le 10 octobre, si vous le souhaitez. Avec ça, on est parfait. Merci à vous, bonne journée. Merci d'avoir été patient et attentif. Merci, au revoir. Bonne journée. Au revoir. Ciao, ciao.